Merci Emmanuel. Donc l'objet de ma présentation aujourd'hui, c'est à partir de certaines évolutions technologiques, en particulier autour de l'information et des nouveaux outils de communication, de voir comment l'émergence de ces nouveaux outils est susceptible de modifier l'organisation de la recherche clinique. Alors, je vais me présenter. Donc, je m'appelle François Essinger, je suis médecin interniste. Et en fait, j'ai deux formations principales, puisque j'ai fait ma thèse sur l'hypertension artérielle. J'ai exercé 10 ans comme cardiologue et maintenant, ça fait 25 ans que je travaille dans un centre de recherche et de lutte contre le cancer. J'ai une HDR de santé publique, je suis professeur associé de santé publique, je fais partie du comité d'éthique de l'INSERM et du Haut Conseil de santé publique. J'ai arrêté d'être consultant pour le laboratoire Roche le jour où j'ai été nommé au Conseil de santé publique. Je suis toujours consultant pour Génome Québec. Alors, d'abord, je pense qu'une des premières questions qu'on doit se poser, c'est pourquoi les essais cliniques sont-ils aussi importants ? En fait, c'est lié à la multiplicité des choix que nous avons devant nous en termes d'intervention, de prise de décision. Et pour prendre des décisions face à la multiplicité des choix, il faut qu'on ait à un moment donné des grilles de lecture. Et les essais cliniques nous permettent justement, quand on en a connaissance, et pas simplement d'ailleurs des résultats, mais également de la manière dont ils ont été construits, de la manière dont ils ont été conduits et la manière dont ils ont été interprétés, les essais cliniques nous permettent d'orienter les choix et ces choix seront donc également orientés à partir d'une connaissance légitime. Qu'est-ce qui me permet de conseiller à un patient de prendre un traitement plutôt qu'un autre? Et c'est la même chose en termes d'intervention de nature préventive ou même de recommandation du dépistage. On prend des décisions. Et l'avantage des essais cliniques, jusqu'à aujourd'hui, c'est que la connaissance qu'ils produisent est une connaissance basée sur la méthode et non pas sur l'expert. Voilà. Aristote a dit l'infaillibilité papale, c'était du passé. Je ne sais pas si ça reviendra ou pas. Parfois, on peut se poser des questions. Mais en tout cas, ce qui rend les essais cliniques légitimes et qui nous permettent d'appuyer nos recommandations, c'est la méthode avec laquelle ils ont été construits et ils ont permis d'obtenir des résultats. Ainsi, partir du principe que ça nous permet de prendre de meilleures décisions, on va en avoir une conséquence relativement simple, c'est de dire que pour que les essais puissent répondre aux questions que l'on se pose, il nous faut beaucoup de patients. Comme l'a dit Philippe Amouyel ce matin, plus on a de patients, plus on sera capable de répondre rapidement. Et donc, l'obtention d'une large couverture d'accessibilité et d'inclusion dans les essais, c'est déjà utile puisque ça va permettre de répondre de manière plus fiable, plus rapide aux interrogations que l'on a. Et donc après, on va même essayer d'aller jusqu'à un jugement de valeur. On va dire c'est bien de pouvoir avoir plus de patients plus rapidement inclus dans les essais. Maintenant, en même temps, les essais, c'est extrêmement important, comme je viens de le souligner. Et puis, comme vous pouvez le voir, mais ce n'est pas la première fois que ça arrive, hein, quand les essais sont en contradiction avec nos attentes, ça a été publié dans Nature, hein, c'est une revue extrêmement prestigieuse. Et donc, je ne sais pas, ça a été attribué à Hegel, mais je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Hegel aurait dit, quand les faits sont en contradiction avec la théorie, tant pis pour les faits. Et donc, vous voyez qu'on monte des essais, on a des résultats négatifs. Quand ils sont positifs, on se les approprie et on les transfère. Et quand ils sont négatifs, de temps en temps, on a une telle... Alors, on a plusieurs interprétations. Pourquoi un essai négatif n'est pas si négatif que ça? Soit il a été mal conçu, soit les hypothèses étant tellement fortes dans un mode de pensée bayésien auquel j'adhère, je crois à quelque chose et ce n'est pas parce que je vois un contre-exemple que je vais tout de suite basculer et changer, ou on a un tel souhait, une telle attente dans un résultat positif qu'on en arrive à négliger des résultats négatifs. Donc les essais,
centrales, c'est critique, mais la manière dont on les regarde, comme vous pouvez le voir, c'est sans doute encore plus important. Alors donc, comme vous avez pu le voir, dans des essais, il y a plusieurs moments critiques, la question que l'on pose, la manière qu'on va essayer d'y répondre, la méthodologie, mais le fait d'inclure les patients dans ces essais est une étape indispensable à la réussite du test de cette hypothèse. Alors comment va-t-on réussir à joindre les personnes, ne serait-ce que pour leur proposer d'être inclus dans ces essais? Alors d'abord, voilà, ça c'est où est Charlie. J'ai besoin de certaines personnes qui ont certaines caractéristiques, je ne sais pas où elles sont, et donc je lance des bouteilles à la mer, et lancer des bouteilles à la mer avec les nouvelles technologies, c'est beaucoup plus facile, hein, c'est-à-dire que lancer des milliards de bouteilles à la mer maintenant ne coûte rien. Et donc on a une sorte de modification à la marge de cette pêche sans appât, sans hameçon. On demande à beaucoup de gens. Alors avant, ça existe aux États-Unis, je vais vous montrer des exemples, mais en France pour l'instant c'est relativement interdit. Mais on dit à la télévision des affiches, des prospectus ou maintenant des mailings, mais c'est une méthode brutale dans laquelle on cherche un Charlie dans la foule. Puis il y a une autre méthode, hein, il y a des congrès de Charlie, comme vous pouvez le voir, ça existe pour de bon. Et donc c'est peut-être plus économique d'aller dans un endroit où il y a déjà nos cibles qui se sont rassemblées plus ou moins spontanément, et l'intermédiaire classique dans le passé pour joindre une foule de Charlie, c'était le médecin investigateur qui était spécialisé dans ce Charlie-là, qui était certifié, qui avait un contrôle de qualité. Et le point que je voulais présenter aujourd'hui, un point sur lequel on travaille au comité d'éthique de l'INSERM, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il y a d'autres moyens de toucher les associations de Charlie. Il y a des groupes de pathologie, il y a des représentants de patients, il y a des forums de discussion, et puis il y a également des intermédiaires à vocation commerciale qui se prétendent, à juste titre d'ailleurs, être capables d'identifier des personnes qui ont certaines caractéristiques qui pourraient être utilisées par des promoteurs. Donc il y a des gens qui disent, mais moi si vous voulez des gens qui ont des scléroses latérales amyotrophiques, moi société commerciale, j'ai accès à 500, 600, 800, 1000, 1200. Et donc c'est ce point-là que je veux débattre avec vous, c'est-à-dire c'est l'irruption d'outils plus ou moins proches qui permettent d'avoir accès directement aux cibles des essais cliniques en s'exonérant de l'intermédiaire qu'était le médecin investigateur. Et ça, selon nous, au comité d'éthique de l'INSERM, c'est susceptible de déstabiliser un peu l'organisation de la recherche clinique. Alors, quelques exemples. Voyez ça, est-ce que vous êtes stressé? Alors ça, c'est le métro de Boston. Et si vous êtes stressé, participez à une étude, etc. Ensuite, l'ASCO, c'est le plus grand congrès de cancérologie du monde. Et c'est quand je suis allé à ce congrès il y a 1 an et demi, où j'ai vu ces 2 publications que j'ai sollicitées auprès du comité d'éthique de l'INSERM, la création d'un groupe de réflexion là-dessus, puisqu'il y en a un qui s'appelle « Est-ce que Twitter peut faciliter l'inclusion des patients dans des essais ?» Plus grand congrès de cancérologie du monde. Hein. Et le deuxième, c'est le Metastatic Breast Cancer Project, qui est un hôpital de Boston extrêmement prestigieux, extrêmement performant, et qui dit, finalement, les cancers du sein métastatique qui ont telles caractéristiques, si je veux répondre à la question, comme le disait Philippe ce matin, hein, j'ai besoin de beaucoup de personnes. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font appel. Ils ne vont pas téléphoner à leurs copains de l'hôpital de San Diego, de Denver, Colorado. Non, non. Ils font des affiches directes pour les femmes qui ont des cancers du sein métastatiques, leur disant « Venez et je vais vous soigner moi,
avec mes essais, je vais répondre à la thérapeutique. C'est un petit peu innovant. Hein. Je vais essayer d'éviter. Tu me rappelles alors si je porte à un moment donné un jugement de valeur en disant c'est bien, c'est mal, même si au fond de moi j'ai quelques interrogations, mais en même temps, sans faire de psychanalyse de supermarché, je crains, en portant un regard négatif à ce type, d'avoir une sorte de réflexe corporatiste. Hein. Moi, je suis un médecin de l'ancien monde. C'est-à-dire, j'aimais bien que les gens de Boston m'appellent en me disant « Est-ce que tu pourrais nous trouver 10 cancers du sein métastatique ?» Alors, j'ai trouvé quelques exemples également à propos de la maladie d'Alzheimer. Alors ça, c'est pas tout à fait l'accès direct, c'est quelque chose qui a été évoqué ce matin également, c'est entre guillemets le big data. Enfin, comme vous pouvez le voir, il y a des gens, ça aussi, je suis allé à un congrès récemment qui m'a très déstabilisé, c'est ce qu'on appelle les patient reported outcomes, c'est les patients qui racontent eux-mêmes les résultats, etc. Donc, une sorte de court-circuit entre les promoteurs, les gens qui posent des questions et les patients eux-mêmes. Et ça, c'est des gens qui ont dit, ben moi je suis 13 millions de patients. C'est une base de données où il y a 13 millions de patients. Alors c'est ce qu'on appelle real world research. Bon, alors on dit ouais, méthodologiquement c'est pas pur. Ouais, méthodologiquement c'est pas pur. Mes critères à moi tels qu'on me les avait appris il y a 40 ans. Enfin, quand on a 13 millions de patients, les biais méthodologiques, etc., vont être noyés par le nom. Après, ça, c'est une initiative de médecine de précision. Ils veulent une cohorte avec 1 million de personnes. Et les questions qui se posent pour avoir cette cohorte, mais qui va produire des données d'une extrême qualité dans des délais extrêmement rapides. Donc, vous voyez, en fait, si je veux résumer le débat qui me traverse, c'est est-ce que la qualité de la recherche, la rapidité de la recherche, l'utilité médicale de la recherche justifie tout? Voilà, pour moi, le débat, il est là. Et quand on demande à ces gens qui disent l'initiative de médecine de précision, 1 million de volontaires, on leur dit comment vous faites pour les engager? Alors ils disent on demande à des médecins qui le proposent, mais finalement, on y va direct, hein, parce qu'on veut que tout le monde puisse venir. Donc vous voyez, c'est quelque chose, c'est pas une sorte de crainte concernant un futur lointain, c'est quelque chose qui existe dès aujourd'hui. Alors là, on va rentrer dans du bizarre, hein, parce que Philippe également l'a évoqué ce matin. Qu'est-ce qu'on offre en échange? Quelle est la transaction au sens économique qu'ont les promoteurs de ces recherches type cohorte aux gens qui accepteraient d'y participer? Alors, oui, ça c'est... Bon. Non, voilà, c'est tellement surprenant que l'ordinateur refusait d'y croire. Alors, on dit aux gens, eh bien, toutes les personnes qui seront dans notre base, on pourra vous dire si vous avez des cousins, des cousines, etc. Et on pourra même vous dire si votre père social est votre père biologique. Quand j'ai lu ça, je n'y ai pas cru. Je dis non, c'est... Donc je suis allé le vérifier sur le site, c'est-à-dire j'ai fait semblant d'être un des 1 million de volontaires. Et en fait, non, c'est vrai. Hein. Vous voyez, c'est qu'est-ce que je peux... Il y a une question-réponse. Qu'est-ce que je peux attendre de donner mon ADN à cette recherche? Mais ce que je peux attendre, c'est que si je vais donner mon autorisation que tous mes enfants biologiques virtuels de la planète Terre, je pense qu'il y en a très peu. J'espère au moins que les miens sont les miens. Et même ça m'est complètement égal. Hein. J'ai une représentation de la paternité comme une action sociale, pas biologique. Mais c'est vrai, on pourra vous dire, eh ben, votre père, c'est votre père biologique. Donc ça, c'est bon. Enfin, c'est juste pour vous montrer dans quel univers nous avançons à pas rapides. Après, il y a de nouveaux acteurs de la recherche. Je vous ai dit, il y a des plateformes qui prétendent, mais ce n'est pas qu'elles prétendent, c'est vrai, qui disent, voilà, moi j'ai 12 623 sclérose latérale amyotrophique. Alors, il y a une société qui s'appelle Patients Like Me,
Et donc, au départ, c'est assez intéressant, c'est-à-dire que des gens qui ont une pathologie s'inscrivent et sont directement en contact avec d'autres personnes qui ont la même pathologie que elles. Et donc, effectivement, c'est intéressant. Mais enfin, vous rentrez, mais j'ai un cancer du sein métastatique, etc. Et quand l'hôpital de Boston en a besoin, eh bien, cette société commerciale va dire, ben, moi j'en ai autant, et après, vous voyez, c'est le monde moderne. Alors, ça, voilà, je trouve ça assez intéressant. Cette société Patients Like Me, il y a le laboratoire Merck qui a mis au point un nouveau somnifère et qui a voulu faire une étude de marché. Alors, en gros, ils sont passés par Patients Like Me et on a posé des questions à des gens. Est-ce que vous avez des troubles du sommeil? Est-ce que vous avez des difficultés de vous endormir? Est-ce que vous vous réveillez la nuit, etc. Moi, personnellement, avec mon psychisme très fragile, je réponds oui à tout. Bon, mais la question suivante, c'est est-ce qu'un médecin vous soigne pour ça? Je réponds non non plus, vous voyez. Ça ne me trouble pas assez pour que j'aille voir un médecin et prendre des médicaments. Il n'empêche que quand on fait une étude comme ça en population, on en arrive à la conclusion qui était écrite d'avance, c'est que les diagnostics du trouble du sommeil sont sous-estimés, bien entendu. Et quelque part, quand on se dit que cette étude a été faite à l'initiative d'un laboratoire qui crée un nouveau somnifère, on se dit, ben oui, d'accord, mais entre la production de données scientifiques, la validation, la pertinence, ainsi de suite, on est un peu mal à l'aise. Maintenant, on va publier, les troubles du sommeil sont sous-estimés, surtout dans les fibromyalgies, etc. Vous voyez, on peut faire une sorte de pseudo-discours scientifique pour habiller les nouveaux habits du roi. Alors, il y a d'autres sociétés, 23andMe, ça c'est 23andMe. Alors, c'est dans ce monde qui prétend être ultralibéral, capitaliste, etc., connaître les actionnaires d'une société, c'est hyper compliqué. Alors que, vous voyez, quand je dis, tiens, 23andMe, c'est qui y a derrière? Ben, au bout d'une heure et demie, j'ai renoncé, parce qu'on ne sait pas qui y a derrière. Et simplement, de temps en temps, on a des avis de presse qui disent Google a pris des actions de 23andMe, Genentech également, etc. Et donc ça, c'est très récent. 23andMe, c'est plutôt une société basée sur l'analyse des gènes des personnes. Ils font une étude sur la dépression, etc. Mais bon, tout ça, voilà, au moins, quand c'est l'INSERM qui fait une étude, je sais que l'actionnaire principal unique de l'INSERM, c'est l'État, et quelque part, c'est moi, j'aurais tendance à être rassuré par ça. Après, il y a d'autres structures, MAPI, etc. Alors, par exemple, là, je reviens du Congrès européen de cancérologie. Alors, 1 billion de dollars, c'est quoi? C'est 100 millions de dollars ou c'est 1 milliard de dollars? Je ne sais pas. 1 milliard. Ah. Eh bien, il y a une société comme MAPI, qui était simplement une société qui servait d'intermédiaire entre l'industrie pharmaceutique et les patients, qui a été vendue récemment pour 1 milliard de dollars. Donc, j'ai tendance à penser que s'il y a des gens qui mettent 1 milliard de dollars pour acquérir des sociétés qui font ce que je vous décris aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui ont de l'argent, qui pensent que ça va sans doute leur être utile. Alors, cet accès direct aux patients, je veux être très clair, c'est, pour moi qui suis chercheur, hyper important, hyper intéressant. Il ne faut pas qu'on rate ce virage. Des études plus rapides, plus fiables, permettant de toucher des patients plus périphériques, en dehors des circuits traditionnels, et permet une offre plus large, etc. Tout ça, c'est hyper important. Ce que je ne voudrais pas, c'est que nous, académiques, on se fasse déborder par des sociétés purement commerciales qui utilisent déjà ce type d'outils. À l'e-sport, je n'ai pas le temps de tout vous dire, mais il y a des gens, une publication, il y a des gens qui ont dit, tiens, on va comparer quel est le meilleur moyen de recrutement de patients. Premier, Facebook. Deuxième, le mail. Et troisième, les filières traditionnelles dont je fais partie, médecin, clinique, investigateur. Donc c'est un plus. Et là encore, je ne souhaite pas qu'on s'oppose à ce type de pratique. Je souhaite simplement qu'on essaye de réfléchir en anticipation à comment il faut l'organiser et les utiliser.
Parce que, alors, l'industrie pharmaceutique, par exemple, fait des essais avec accès direct aux patients. Ils les payent sans les payer, parce qu'on n'a pas le droit tout en les payant. Hein. Si on vous offre une montre connectée, 2 tablettes et compagnie, c'est quelque part une manière de vous payer. Hein. Et ce qui me rend un peu craintif, je pense que ça existe. Hein. Vous voyez, je suis laboratoire Roche. J'ai une molécule qui soigne une pathologie avec de bons résultats, 80% de bons résultats. C'est une petite niche, il n'y a pas beaucoup de patients. Mon brevet va tenir encore 7 ans. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais une fausse étude avec mes patients pour empêcher d'autres compétiteurs de venir tester des molécules qui pourraient être compétitives. Et donc, on a un risque d'assèchement de cette ressource rare, en particulier dans les pathologies rares, mais la médecine de précision va évoluer vers la prise en charge de pathologies dont le nombre sera de plus en plus réduit. Il y aura des sous-groupes. Alors, c'est ce que je vis en cancérologie. Hein. Il est évident que pour la maladie d'Alzheimer, si j'ai bien compris, on est dans une première étape à avoir trouvé quelque chose qui marche. Mais il est très vraisemblable qu'une fois qu'on ait trouvé quelque chose qui marche, il y aura des sous-groupes chez lesquels ça marchera mieux, moins bien, ainsi de suite. Donc c'est l'évolution qu'on peut anticiper dans toutes les maladies complexes. Hein. Les maladies complexes sont hétérogènes et l'optimalité des traitements à terme, si la planète n'explose pas d'ici là, ça sera d'essayer d'ajuster à des sous-groupes particuliers. Alors, bon, il y a des choses que je ne vais pas développer, c'est les nouveaux outils, les capteurs automatiques, etc., qui ont également beaucoup d'avantages. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait ma thèse sur l'hypertension artérielle. C'est classique depuis toujours. L'effet médecin, quand un médecin vous prend la tension, elle est plus haute que quand il ne la prend pas, ainsi de suite. Donc il y a plein de choses qui sont utiles. Ça pose d'autres problèmes, etc. En fait, parmi les points de réflexion que nous avons au comité d'éthique de l'INSERM, c'est que finalement, alors, on n'est pas tous d'accord hein, là-dedans. Il y a des gens qui... Bon, mais en tout cas, moi, c'est mon analyse, c'est que dans un monde, encore une fois, ultralibéral, de l'homo economicus qui choisit, pleinement informé dans un marché pleinement concurrentiel, les différentes options pour maximiser son bien-être futur, mais ce que l'on observe après l'émergence du patient consommateur de soins, là, finalement, c'est le patient, c'est pas le patient, ou c'est la personne ou le patient consommateur de recherche. C'est-à-dire que l'homo economicus, demain, va avoir... C'était avant-hier, j'étais dans un mini-colloque sur la médecine personnalisée, et on disait, oui, non, c'est plus la recherche qui va vers les personnes, les gens qui font de la recherche qui vont choisir les personnes, c'est les personnes qui vont choisir leur protocole. Et là encore, c'est un enjeu considérable, hein, parce que, imaginons, ça sera ma dernière diapositive que je dévoile un peu à l'avance, hein, imaginons que j'ai un excellent protocole, mais dont la communication est moyenne, et qu'il y ait quelqu'un qui a un très bon communication sur un protocole moyen, le consommateur va aller vers la forme plutôt que vers le fond. Bon. Alors, pour l'instant, il y a des contraintes juridiques, et pour l'instant, le médecin investigateur que je m'imagine représenter est au milieu entre les personnes et l'industrie pharmaceutique. Il y aura toujours, pour l'instant, pour des raisons légales, un médecin investigateur qui prendra la responsabilité légale de faire signer, etc. Enfin, moi, je suis le laboratoire Roche, encore une fois, je m'achète un médecin que je salarie, qui va répondre au téléphone, qui va dire « vous avez bien compris ». Comme tout le temps, j'ai lu le texte et j'accepte, etc. Donc, il y a une sorte de déplacement. Je ne dis pas que les médecins investigateurs étaient neutres, hein, bon, parce que c'est toute la réflexion autour des conflits et des liens d'intérêt. Il y a un autre point hein, dans ce raccourcissement de la distance qu'il y a entre les personnes susceptibles de participer à une recherche et les promoteurs de la recherche, c'est l'inverse, c'est le financement participatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais passer à la télévision,
Je vais dire, voilà, j'aurais besoin de l'argent pour faire ça, vous voyez, et je vais donc financer cette recherche. Bon, pourquoi pas, hein. Alors, il y a quelques exemples. Il y en a un qui est assez célèbre, puisque la personne le promoteur de cet essai qui vise à dépister le cancer du sein grâce à l'odorat des chiens est passé à Arte 28 minutes. Hein. Il y a des gens qui font ça depuis plus longtemps avec le dépistage du cancer de la prostate à partir de chiens aussi. Le dépistage du cancer du sein par les chiens, le budget demandé c'est 800 000 €. Bon, c'est une somme considérable. Hein. Alors, là aussi, vous voyez, c'est ce raccourcissement entre les chercheurs et les personnes pouvant s'y prêter, soit pour les enrôler, soit pour demander de l'argent. Alors, ce financement participatif a plein d'avantages. Hein. C'est hyper rapide. Ça peut être des sommes potentiellement extrêmement importantes. Hein. Et quelque part, de temps en temps, ça ne me gêne pas que des projets un peu hétérodoxes, en dehors du courant principal, puissent également bénéficier de financement. Maintenant, moi, ce qui me trouble énormément, c'est l'absence de contrôle budgétaire. Alors là, je vais exprimer toute ma jalousie. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà bénéficié de fonds européens pour faire de la recherche. Mais c'est un cauchemar. Je l'ai fait une fois, je ne le ferai plus jamais. C'est-à-dire le contrôle d'amont, le contrôle d'aval, les pièces, les machins, le truc, les gens qui viennent sur site, etc. Mais en même temps, c'est un contrôle. Que quand je fais du crowdfunding et je dis j'ai l'air sympathique, donnez-moi de l'argent, je ne dois de compte pour l'instant à personne. Et puis, la générosité pour financer la recherche, c'est pas comme l'amour des enfants. Il paraît que quand on a un deuxième enfant, un troisième enfant, j'en ai fait l'expérience, l'amour qu'on est capable de donner augmente, mais les fonds pour la recherche, à mon avis, sont plafonnés. Et donc, le financement direct est quelque part une menace pour des organismes comme la Fondation de France, la Ligue contre le cancer, puisqu'ils vont être en compétition. Donc tout ça, ce sont des interrogations. Alors, le comité d'éthique de l'IRD a pris position sur ce financement direct en disant c'est un peu embêtant qu'il n'y ait pas de contrôle. Et donc, voilà ma dernière diapositive dont je vous ai déjà parlé. En fait, ce qui me rend un peu craintif, hein, dans tous ces accès directs entre des promoteurs de recherche et des personnes pouvant se prêter à la recherche, c'est qu'on va insensiblement et en même temps, rapidement et brutalement, passer de, moi si on me demande demain d'écrire un projet pour attirer des patients dans un protocole en accès direct, je vous garantis, je ne l'écrirai pas du tout de la même manière que si je dois être financé auprès de l'université, du PHRC et compagnie. Et effectivement, et en plus tout ça, c'est extrêmement bien connu. Comment mobiliser l'imaginaire des gens pour avoir de l'argent, ça a été très théorisé, très étudié. Les gens qui connaissent ça seront capables de l'emporter dans ce nouveau marché compétitif au détriment de la qualité scientifique. J'espère vous avoir fait peur. Merci. Non seulement il nous a fait peur, mais il nous a aussi fait plaisir. Hein, c'est tout le paradoxe. En nous apportant une argumentation vraiment remarquable. Et un immense merci, François, de cette intervention. En fin de compte, on disait participation, mais là, ce dont tu as aussi parlé, c'est de l'initiative que prennent aujourd'hui des associations de malades, quelquefois constituant un lobby politique, avec la question de la justice. Hein, celui qui a accès aux médias, tu as évoqué le chien, par exemple. Effectivement, ça peut être plus porteur de faire valoir la position du chien comme allié thérapeutique que notre position. Donc on voit, et on l'a vu avec le Téléthon aussi, les dérégulations que ça peut générer et toutes les critiques qui avaient été faites, notamment sur le conseil scientifique du Téléthon, qui était totalement, en quelque sorte, entre guillemets, soumis à la volonté des familles et avec finalement même une mise en cause de la légitimité des scientifiques à se prononcer sur le sens ou pas de mener tel et tel type de recherche.
avec la déperdition de fonds, avec la désillusion, y compris chaque année au mois de décembre, de manière prophétique, on dit que les traitements est pour demain. Donc c'est des éléments à prendre en compte et qui interrogent aussi l'État dans ses responsabilités de financement. Enfin, tous ces éléments sont multiples. Donc c'est pas aujourd'hui qu'on va tout analyser, mais je serais tenté de donner de suite la parole à David. Donc un immense merci. En plus le côté pédagogique et le côté aussi réflexion éthique, c'est très rassurant. Ce matin, vous discutez aussi sur quel type de légitimité éthique peut argumenter, éclairer. Et l'intérêt, vraiment, c'est pour ça qu'on est assez peu comité d'éthique à l'espace éthique, mais c'est vrai que le comité d'éthique de l'INSERM, depuis quelques années, propose des notes, qui sont d'ailleurs évolutives. On voit, puisqu'on y est associé, les réunions annuelles du comité d'éthique de l'INSERM, et ce dont on a besoin, c'est de repères, effectivement, de questionnements, de pistes à approfondir, ensuite à chacun d'assumer ses responsabilités.